Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, on va enregistrer un épisode qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de nos consoeurs et confrères. En effet, face aux impératifs qui pèsent sur les médecins généralistes, de plus en plus d'entre nous se posent la question du déconventionnement. Quelle démarche à effectuer ? Est-ce que le secteur 3 est intéressant ? Quels sont ses avantages, ses inconvénients ? Quel est le point de vue des patients sur nos confrères qui s'affranchissent du remboursement de la sécurité sociale ? Pour tout savoir sur ce mode d'exercice, j'ai le plaisir de recevoir deux de nos consoeurs qui se sont récemment déconventionnés et qui vont répondre à toutes les questions que nous nous posons sur cette thématique. Il s'agit du docteur Hélène Dumont et du docteur Amélie Ricoy. Bonjour Hélène et bonjour Amélie. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que c'est un épisode qui est très attendu. J'ai reçu énormément de questions de nos confrères qui souhaitent éventuellement se déconventionner. Alors, un grand merci, et puis je vais commencer immédiatement. Est-ce que vous pouvez me dire par quel secteur vous avez commencé toutes les deux ? Moi, je suis installée depuis 2016 en secteur 1, directement, à la sortie de la fac. J'ai remplacé un couple de médecins, et après, il était prévu que je les remplace quand ils partaient à la retraite. Donc, j'ai passé ma thèse et j'ai enchaîné avec l'installation. D'accord, donc tu as commencé à exercer en secteur 1, Secteur 1, ouais, j'ai commencé, ouais. et quand est-ce que tu t'es déconventionné ? Et je me suis déconventionnée en juin 2023. Ok, donc c'est tout récent. Oui, c'est ça. Très bien. Et tu travailles où, Amélie ? Je travaille à La Loupe, une commune rurale en Eure-et-Loir, dans le Perche. D'accord, donc vous êtes toutes les deux en Eure-et-Loir. Ouais, Ok, et donc là tu es installée toute seule en secteur 3. voilà. Non, j'ai une collaboratrice, mon ancienne remplaçante, qui est installée avec moi. Elle est restée en secteur 1 et moi, je suis en secteur 3. Très bien. Et toi, Hélène, comment tu as commencé ? Comme Amélie, dès la fin des études, je me suis installée directement en secteur 1 dans une petite maison médicale où on est 2 médecins et globalement, c'est à peu près tout. Et je me suis déconventionnée au mois d'octobre 2023, donc c'est D'accord. tout frais aussi. Et mon collaborateur, enfin, on n'est pas vraiment collaborateur, on est dans la même maison de santé, mais on gère chacun notre vie de notre côté. Lui, il est resté en secteur 1. Très bien. Donc en fait, pour toutes les deux, c'est un déconventionnement tout à fait récent en 2023. Est-ce que je peux vous demander toutes les deux pourquoi vous vous êtes déconventionnées ? En fait, on a fait partie des médecins qui ont organisé les grèves en hiver 2022-2023. Mmh. Et moi, personnellement, j'ai pris conscience que la médecine générale allait mal tourner et qu'on ne voulait plus de nous, en tout cas plus de nous comme médecins actuels qui faisaient des consultations de qualité avec un temps d'écoute pour le patient, un temps d'examen clinique et un temps de recherche. Voilà. Et j'ai compris qu'on ne voulait plus de nous comme ça. Et moi, j'ai fait des études de médecine pour faire ce travail-là. Après, il y a d'autres choses. J'en avais marre de bosser à la chaîne, d'enchaîner les patients qui avaient toujours de plus en plus de demandes, de plus en plus d'exigences. Et moi qui voyais que je m'en sortais pas, ma vie de famille c'était compliqué, je rentrais chez moi énervée, fatiguée, le week-end fallait faire les bios, voilà, la joyeuseté du médecin généraliste actuel. Et j'ai failli arrêter en fait, j'ai failli claquer la porte et dire tant pis, je vais faire autre chose. Je me voyais bien ouvrir une mercerie à La Loupe, mais il y en a déjà une. Donc D'accord. voilà. Et j'ai entendu parler du secteur 3 que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. De toute façon, entre ça ou rien, il vaut mieux ça. OK, donc tu avais vraiment envie de changer complètement d'activité à défaut d'arrêter complètement. Tu voulais quelque chose qui change complètement pour avoir plus de temps, plus de liberté. Je pense que j'ai atteint presque le burn-out. OK. Et quand on atteint un certain fond, je pense qu'on est prêt à tout remettre en question. Même à arrêter OK. son travail et arrêter quelque chose qui me plaît. Enfin, moi, ça me plaît d'être médecin généraliste, j'adore mon travail. Mais pas dans les conditions dans lesquelles j'étais et ce qu'on allait nous proposer à l'avenir. Ouais, je pense on a un peu pris la décision au même moment toutes les deux pendant les mobilisations de l'année dernière, où en fait, moi je suis installée depuis moins longtemps, du coup j'étais un peu moins au bout de ma vie, on va dire, et du coup quand on s'installe,
On s'installe tous en secteur 1, personne lit la convention et là, il y a la nouvelle convention qui arrive et on se dit: «Tiens, je vais la lire avant de la signer» et je trouve que quand on la lisait, c'était tellement inacceptable que il y a aucun moment où je me suis dit: «Mais je peux signer ça, c'est pas possible». Mmh. On a tous eu la même impression, je pense, d'aller un peu dans le mur, que la sécu n'allait pas nous laisser faire notre métier de toute façon et qu'en dehors de la dépendance financière, il y a tout ce côté dépendance aussi, où le mode d'exercice devient, contrôlé par la sécu, les prescriptions deviennent contrôlées par la sécu et en fait, moi je suis un peu rebelle dans l'âme et si je suis en libéral, c'est pour être libre et c'est Mmh. surtout pour, chercher cette liberté, en fait. OK, c'est très clair. Est-ce que avant de vous déconventionner, vous aviez des a priori là-dessus? Moi, je connaissais pas, je savais même pas que c'était possible, en fait. D'accord, et j'ai pas précisé dans cet épisode, mais en fait, vous vous connaissez toutes les 2 et je crois que Hélène, tu étais l'interne d'Amélie, c'est ça? C'est ça. OK, et toi, Amélie, du coup, est-ce que tu avais des a priori, des idées sur ce secteur 3 avant de te déconventionner? Franchement, je ne connaissais pas le secteur 3, je l'ai découvert au mois de janvier, avec, les assises du déconventionnement, qui allaient arriver et c'est là que j'ai trouvé une issue à mon problème, en fait. OK, très bien. Alors on va y venir justement au déconventionnement en lui-même. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les modalités pour passer du secteur 1 au secteur 3? Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Oui, il y a pas tant de trucs que fai à faire que ça, hein, c'est pas comme une installation. Il y a des lettres recommandées à écrire pour, évidemment la sécu, l'URSSAF, la CARMF, le Conseil de l'ordre des médecins et globalement, en termes de paperasse, c'est tout, hein. D'accord, OK. En fait, il y a 4 lettres recommandées à envoyer: CPAM, URSSAF, CARMF et le Conseil de l'ordre. Je crois que j'ai rien oublié, Amélie, hein? Non, c'est tout. Ouais, hein. Alors après, il y a quand même une petite complexité qui s'ajoute, c'est qu'il faut comme on passe du secteur 1 au secteur 3, on change de statut à l'URSSAF. Mmh. Du coup, il faut faire un bilan de fin de secteur 1 C'est ça. pour que OK. l'URSSAF calcule, les cotisations et ferme notre compte, de PCAM. Mmh. On devient travailleur indépendant à l'URSSAF, on a un nouveau compte à l'URSSAF, comme un plombier, un OK. électricien à son compte et on repart à zéro avec des cotisations forfaitaires de début d'activité et après on nous demande enfin, comme quand on vient de s'installer, quoi. Il y a quand même la difficulté qu'il faut faire un bilan de mi-parcours, quoi. Mmh. D'accord, et donc ça, c'est, auprès de l'URSSAF, et quand tu envoies ta première lettre recommandée à l'URSSAF, c'est eux qui t'aiguillent? Comment faire ce bilan? C'est eux qui t'accompagnent ou alors il y a vraiment des Ah, en fait, personne ne connaît le secteur 3, d'accord. donc tu dois t'aiguiller tout seul. Alors, Mmh. je sais pas Hélène, toi? Mmh. Ouais, moi, j'ai tout donné à mon comptable et je lui ai dit: «Je vous paye pour ça, débrouillez-vous», j'avoue. OK, c'est une idée, tout à fait, OK, pour ceux qui ont des comptables, ouais. Et depuis le mois de juin et je viens de découvrir qu'ils ont toujours pas reçu mon bilan, puisqu'en fait mon dossier a été clôturé, donc ils l'ont pas reçu. Enfin, ça part dans une boîte vide. Donc je suis toujours pas à jour sur mon secteur 1 de l'URSSAF depuis juin 2023, quoi. C'est super étonnant parce que d'habitude, ils sont tellement rapides, l'URSSAF, je ne comprends pas. Bah non, Ah là d'accord. d'ailleurs ils me doivent de l'argent, donc c'est pour ça. OK, et donc toi, Hélène, c'est ton comptable qui s'est occupé de tout ça et maintenant tu as clôturé ton secteur 1 et tu es bien en secteur 3, tu as un nouveau statut à J'espère, l'URSSAF? Ah lundi. j'espère. OK. OK, et donc toi, Amélie, tu as fait toutes les démarches et puis, bon an, mal an, tu te rends compte que, comme, dans de nombreux cas, l'URSSAF a pas clôturé ton ancien statut et c'est ça. Et il y a OK. aussi, en parallèle du coup la sécu qui envoie un courrier à tous nos patients, déclarés médecins traitants Ah OK. pour les prévenir que, le méchant médecin généraliste qui les suit se déconventionne et que dorénavant, ils ne seraient plus remboursés que de 61 centimes et qu'ils ont le libre choix de changer de médecin. Enfin, c'est assez tourné de manière désagréable. Donc en fait, tous les patients sont informés quand même. OK, et donc ça, c'est la sécu qui leur envoie une lettre? Oui. OK. Et justement, on va en venir à ma prochaine question. Comment l'ont vécu vos patients, ce changement de secteur?
C'était un peu C'est tendu, hein, quand même. un peu violent. Ouais. Ah, ok, ça s'est mal passé? Ouais. Alors moi, j'ai Ok, prévenu fin mars pour un déconventionnement au mois de juin. Je pense que c'était une erreur, il faut vraiment prévenir au dernier moment. d'accord. Parce que les patients ont l'impression qu'on leur appartient et que là, pour le coup, on prend la liberté d'être libre et ce n'est pas normal, ils sont pas contents. Et donc, on reçoit des lettres d'insultes de Waouh. patients pour lesquels on a vraiment donné, on a fait notre travail de manière correcte. On reçoit des lettres d'insultes, les gens nous font la morale. Les élus sont pas contents, on reçoit des pressions de toutes parts. Donc faut vraiment le faire au dernier moment parce que c'est le moment insupportable du déconventionnement, quoi. Mmh. Enfin moi c'était très dur, quoi, mais j'étais sûre que je voulais me déconventionner, j'ai pas lâché l'affaire, mais les gens sont vraiment méchants, quoi. Ok, c'est super intéressant ton retour. Et toi, Hélène? Bah, je l'ai vécu à peu près pareil, hein. Les gens, nous font la morale, c'est vraiment ça. Ils essaient de nous faire culpabiliser. Moi, j'en ai un qui m'a agressée presque physiquement en disant que je le prenais en otage et cetera. J'ai eu pareil les élus qui ont essayé de chercher dans le bail, de mon cabinet médical, voir s'ils pouvaient me virer. Il se trouve que non, tant pis Ah, pour eux. quand même, d'accord. Moi, il y a eu Et des puis rumeurs aussi qui couraient comme quoi ils allaient me mettre dehors. ouais et puis les gens de la commune qui disent: «C'est un scandale que, une maison de santé payée par nos impôts, il y a un médecin déconventionné dedans». Alors ça mord de rire puisque les maisons de santé sont payées par nos loyers et que quand c'est un sophrologue ou un ostéo qui s'installe, il y a aucun scandale qui est crié, mais bon. Ouais, non, c'est un moment super difficile et je suis d'accord avec Amélie, il faut pas le dire trop tôt. Moi, je l'avais dit, 4 mois en avance, mais vraiment, c'était 4 mois, mais atroces. Très bien. Donc les patients, une grande majorité de réactions négatives? Les patients ont cru que je faisais du chantage au déconventionnement, comme c'était dans les médias, il y avait les grèves. Et on m'a dit, quand vous avez mis les tarifs en salle d'attente, c'est devenu concret. En fait, ils rigolaient tous en disant, ah, elle va se déconventionner, elle fait son petit caprice. Mais quand ils ont vu que j'allais vraiment au bout, là, je pense qu'il y en a qui ont paniqué et qui sont devenus hyper agressifs, quoi. OK. Sur le pourcentage à la louche de vos patients mécontents, ça représente quoi? 1/2, l'intégralité? Alors après, il y a les mécontents qui sont restés et il y a les mécontents qui sont partis. Après, je pense que la plupart des gens, il y en a pas beaucoup qui m'ont sauté dans les bras pour me dire: «Ah super, vous déconventionnez, c'est cool». Enfin, il y en Ah, a Ouais. d'accord. un ou 2 qui ont compris le cheminement et qui ont compris que je serais un meilleur médecin en étant déconventionné, mais la plupart, ils ont quand même râlé, quoi. Enfin, OK, et donc ça, c'est les patients, donc je comprends que la réaction globale est négative. Et qu'en est-il de la sécu, de l'URSSAF, du Conseil de l'ordre, et cetera? Bah, silence radio. ouais. OK, Ouais, d'accord. franchement, Et vis-à-vis de vos et de nos confrères, quand vous les croisez, qu'est-ce qu'ils en pensent? moi je trouve que, bizarrement, c'est assez partagé. La plupart alors il y en a qui jugent pas, il y en a qui disent: «Ah vous avez eu le courage, c'est cool», et il y en a qui sont très jugeants et très culpabilisateurs aussi. Et ça peut être Aussi. et il y a pas que des vieux qui sont jugeants et culpabilisateurs, il y a des jeunes aussi. Très bien. Donc, je vois que c'est assez douloureux, tant de la part de la patientèle que de la part des tutelles et des confrères en plus. Ouais et il y a le jugement des proches aussi. Ah! Il y a le jugement des proches et ça, on n'y pense pas forcément. Je sais pas toi, Amélie, comment ça s'est passé, mais moi, j'ai, pas mal de gens dans ma famille qui sont notamment profs, et en fait, c'est toute une part de la société qui comprend pas du tout notre métier et qui se permettent très facilement de juger et c'est pas simple de leur expliquer. J'ai limite, dans ma belle famille en tout cas, j'ai eu l'impression de me battre plus avec eux qu'avec mes patients, quoi. Waouh! D'accord, Moi, OK. j'ai pas eu ce problème, je pense qu'ils ont vu que j'allais pas bien, ils étaient inquiets pour moi. Mmh. Et ils ont cru que j'allais arrêter et ils se sont dit: «Bah, c'est bien, au moins elle continue, elle a raison, elle est révolutionnaire».
OK. Mis à part ça, vous avez eu vraiment des obstacles significatifs? Donc, j'ai cru comprendre qu'on a essayé au niveau de la municipalité de vous, expulser de votre local. Est-ce qu'il y a eu des obstacles concrets de la sécu, de l'URSSAF, du conseil de l'ordre ou de la CARMF peut-être? Non. Franchement, non. D'accord. Il y a juste la dame de la sécu là, La déléguée, ouais, qui mais elle est très gentille et franchement, je lui en veux on a pas. la même, je pense. Ouais, je Elle pense était aussi. déçue, elle était déçue. Elle était déçue, elle s'est mise à dire: «Ah là là, mais vous allez perdre tellement d'argent, vous risquez d'être pauvre et vous imaginez si vous avez personne. Oh là là, ça va être la clé sous la porte». Bon, c'est franchement, c'était tellement faible comme argumentaire que ça compte pas. Moi, ce qui m'a le plus traumatisée, vraiment, c'est les élus que j'ai eus au téléphone, des élus qui sont élus au département notamment, qui m'ont tenu des discours, complètement, enfin, en dehors de la réalité, qui m'ont dit que je n'aurais pas de travail, que de toute façon les gens ne viendraient pas me voir, alors qu'en Eure-et-Loir, il y a presque un patient sur 3 qui n'a pas de médecin traitant. Mmh. Donc j'étais persuadée qu'il y a des gens qui étaient prêts à payer pour une médecine de qualité, enfin j'en étais sûre de moi et ce discours, de: «Vous n'aurez pas de travail, vous auriez dû prendre un assistant, vous auriez dû nous dire que ça allait pas», alors qu'en fait, ils savaient très bien que ça n'allait pas et ce côté où, ils retournent complètement leur veste. Je deviens, la personne, à haïr sur ce territoire alors que pendant le Covid, c'est moi qui tenais tous les centres de vaccination, tout tenait, c'est moi qui organisais, enfin, j'étais vice-présidente de la CPTS, enfin voilà. Et que du jour au lendemain, tout le monde tourne le dos et que je devienne une personne horrible, insupportable, c'est vraiment très dur, quoi. OK, je Enfin, moi, comprends tout c'est à ça qui fait. fait le plus mal, enfin, c'était vraiment, mais j'étais persuadée de ce que je voulais faire, donc j'étais au bout, mais c'était vraiment, le plus dur, quoi. C'était douloureux. Et puis, je tiens à dire, on, on a l'impression d'avoir une relation avec nos patients, une relation peut-être d'amitié. Enfin, il y a des patients qu'on aime bien, il y a des patients qu'on a l'impression que c'est donnant-donnant. Et en fait, quand on va plus dans leur sens, c'est horrible. Moi, j'ai des patients qui sont venus me voir en consultation une dernière fois pour un renouvellement. Ils ne me l'ont pas dit. Alors, il y a des patients qui disent: je viendrai plus vous voir, vous êtes trop cher, donnez-moi mon dossier. Très bien, on leur donne, c'est clair, c'est net. Mais il y a des patients qui sont vicieux. En fait, ils viennent en consultation comme si de rien n'était. Ah, docteur, vous inquiétez pas, je vais rester avec vous parce que je vous aime bien, votre travail, et on fait du violon, tout ça. Et en fait, on voit qu'ils sont sortis de notre patientèle le même jour. Ils avaient rendez-vous avec un autre médecin. Et ça, je trouve que c'est hyper désagréable. C'est vrai, Mmh. hein? Et Ouais. alors qu'il y a des gens avec qui on n'avait pas forcément une relation très proche, qui sont restés et qui... Enfin, c'est très surprenant, hein. Ouais. OK, OK, je constate On que n'a ça pas ça confiance en tant que médecin généraliste secteur 1, on a du boulot, les patients sont sympas et tout, mais en fait, ils sont sympas quand on va dans leur sens, quoi. ouais, OK, C'est OK, OK. violent quand même, je trouve, de se faire, envoyer bouler comme ça, jeter, par les patients comme si on leur convenait plus alors qu'on a fait des beaux diagnostics, un beau travail, on s'est investi pour eux et du jour au lendemain, ils vous jettent à la poubelle, comme ça, c'est un peu, Mmh, tout à fait. spécial, quoi. OK, je comprends là pour, clôturer cette deuxième partie, que le passage à l'acte est quand même assez douloureux, tant de ton côté Hélène que de ton côté Mmh. Amélie. Et tu me confiais, Amélie, que pour se déconventionner, non seulement il fallait être solide, parce qu'il fallait encaisser quand même beaucoup, beaucoup de problèmes, et il fallait, tu me disais, être à la limite du burn-out pour se déconventionner, parce que si on n'était pas solide ou au bout d'un certain cheminement, le risque était qu'on se reconventionne. Donc une fois qu'on a parlé de ça, de votre parcours juste avant, le passage en secteur 3, le fameux passage au déconventionnement, si vous voulez bien, eh ben, on va parler de votre activité maintenant. Yes. Alors, 1re question toute simple, comment votre activité a changé? Alors l'activité en termes de quantité de travail, enfin, comment dire? Non, c'est nul de dire ça. En fait, l'agenda, il est toujours plein, mais il est plein. Avant, c'était 3 mois en avance. Là, il est plein, j'ai 3 jours de plein et ça se remplit au jour le jour, quoi.
ce qui me permet d'avoir une flexibilité pour mes loisirs ou pour accompagner les enfants à l'école au dernier moment, de bloquer des journées. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Je reçois des nouveaux patients. Alors, des nouveaux patients, soit en quête directement d'un médecin déconventionné, parce qu'ils savent que c'est un médecin qui aura le temps et qui va prendre le temps de les soigner sans problème. Je reçois des nouveaux patients qui n'ont pas de médecin traitant, qui ont besoin d'être suivis. Je reçois des patients qui ont entendu parler de moi pour ma qualité d'écoute, le temps que je pouvais passer en consultation avec eux. Et donc, du coup, on m'adresse des collègues, des voisins, des amis de la famille. On reçoit aussi des patients CMU qui sont prêts à payer et à mettre le prix pour la consultation. Enfin, moi, j'ai des patients CMU qui n'ont pas de problème, qui disent qu'ils payent bien d'autres choses, donc ils sont prêts à payer pour être bien soignés. Je reçois des gens de très loin, puisque j'ai des gens qui viennent d'Orléans, voire du Mans. Il y a 1h30 de route pour venir me consulter. Il n'y a pas d'autres médecins autour qui peut les recevoir. Après, la qualité... Enfin, moi, contrairement à Hélène, j'ai embauché une assistante médicale. Ok. Ce qui fait que je tourne sur les 2 cabinets. Elle m'installe les patients, elle débriefe pourquoi ils viennent, elle scanne tout, enfin, elle prépare tout le côté, l'arrière un peu boutique du cabinet, quoi. Elle écoute les patients et elle leur prend juste l'attention. Après, elle fait pas plus. Et du coup, moi, les patients, quand ils reviennent dans le cabinet, ils voient l'assistante et après, ils me voient moi. Du coup, il reste une demi-heure dans le cabinet. Donc, Ok. vraiment le temps de les écouter et de gérer leurs problèmes de santé. Finalement, comme je faisais avant, hein. Sauf qu'avant, on était dans le jus, quoi. Et donc, ton assistante maintenant, donc c'est toi qui la payes Oui, comme c'est ta salariée en fait? voilà, c'est ça. Ok. Donc tu vois plein de nouveaux patients. Est-ce que J'a tu as gardé une proportion de tes anciens patients? Oui, alors j'avais 1900 patients. Ah J'en ai quand même. gardé 1350 à peu près. Ah mais en fait, tu as gardé les 3/4. Ouais. Après, il faut savoir qu'il y a 2 médecins qui se sont installés en même temps que mon déconventionnement, donc les patients ont pu passer de l'un à l'autre. Après, on voit beaucoup moins de «bobologie» entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que les gens prennent rendez-vous quand quelque chose évolue depuis plusieurs jours. On voit pas l'enfant qui a de la fièvre depuis le midi, quoi, qu'on voit le soir. Et je vois même que les gens prennent rendez-vous et quand ça va mieux, ils annulent. Ils laissent la place aux autres. Alors Mmh. qu'avant, ils venaient quand même pour vérifier, pour être sûrs. Avant, j'avais des demandes de rajout tout le temps, toute la journée. Là, je ne rajoute personne dans le planning, ou un de temps en temps, mais c'est pas. Et je vois des nouveaux patients qui me remercient d'être là tout au long de la consultation. C'est hyper agréable, quoi. Enfin, Mmh. des gens qui sont contents d'être là, qui me remercient d'être là, qui me remercient de les examiner, qui me remercient de passer du temps avec eux, alors que en fait, on fait notre travail qu'on devrait faire tous, quoi. Mais je pense qu'ayant moins de pression derrière de patients à venir, ça pousse moins à la porte, on est plus disponible aussi pour nos patients dans le cabinet, quoi. Salut, c'est Mathieu. Si tu aimes ce contenu et souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application. Cela permettrait de booster son référencement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter dont je te mets les ressources dans les notes de l'épisode, et pourquoi pas contribuer sur la cagnotte Tipeee du podcast afin de participer avec moi à ses frais. Bonne écoute! Et toi, Hélène, comment ton activité a changé? Je rejoins assez Amélie sur la flexibilité du planning, clairement. Et sur le fait qu'effectivement, c'est plus la même médecine. Et c'est beaucoup plus gratifiant. On voit des gens qui sont en errance diagnostique depuis des mois, qui ont fait que consulter aux urgences depuis 3 ans alors qu'ils ont une vraie pathologie et du coup qui est passé inaperçu parce que c'est pas le rôle des urgences de faire des diagnostics. On a une vraie réflexion médicale. Moi, j'ai l'impression vraiment de faire de la vraie médecine et j'ai enfin l'impression que tout ce que j'ai appris à la fac est utile. Et le soir, je rentre chez moi, je fais de la biblio, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment intéressant. Enfin, sincèrement, j'ai l'impression enfin de faire un métier intéressant. Ce qui n'a pas toujours été le cas là sur les derniers mois de secteur 1, sincèrement. Soigner des bobos, donner des gouttes pour le nez.
Il y a des gens qui adorent la prévention et les trucs faciles. Moi, j'avoue que ça m'ennuie. Et je me disais, si je fais ça toute ma vie, c'est pas possible. Alors que là, enfin moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est vrai que les patients sont respectueux parce que ceux qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour ce qu'on est. Ils sont prêts à mettre le prix. Et en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, on est vraiment sur de la qualité. Et c'est vraiment un échange beaucoup plus intéressant, quoi. Donc les consultations sont plus complexes, plus Ouais, cérébrales, il y elles a sont moins de plus bobologie, ah, moins elles de sont tout plus venant. complexes, mais d'un autre côté, comme disait Amélie, ça pousse moins à la porte. Mmh. Et c'est pas grave si on prend un peu plus de temps, c'est pas grave si on réfléchit un peu plus parce qu'on n'est pas stressé derrière en se disant punaise, j'ai encore 10 appels à gérer, je sais pas où je vais les caler. Là, enfin, moi, mes consultations, je les fais entre 20 et 40 minutes. Enfin, on a le temps, quoi, hein. Sincèrement, y a pas de stress. Je suis pas là à faire de l'abattage et arriver le soir et me dire merde, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Là, j'arrive le soir, je me dis ouais, mais c'était vachement intéressant. J'ai eu l'impression d'être utile, quoi. Waouh! Donc, ça a Hem, du sens, on va dire. Justement, est-ce que le temps que vous accordez à chaque patient a changé depuis le secteur 3 par rapport au secteur 1? Est-ce que vos créneaux de consultation se sont peut-être rallongés? Moi, c'est minimum 20 minutes et quand il y a besoin de temps, je vais jusqu'à 40 minutes. Et c'était le cas en secteur 1 également? Non, secteur 1, c'était 15 minutes, grand max. C'est ça, et donc là, tu fais 20 à 40 minutes. Alors Ouais. comment tu fais, Hélène, sur ton planning entre 20 et 40 minutes? Comment tu Ah bah, alors boucles ton les gens agenda? quand ils prennent rendez-vous, c'est eux qui sélectionnent. 20 ou 40 minutes? Ouais, c'est Ah ça. ouais, C'est pas le même prix évidemment, d'accord. mais au moins, ça permet, ils savent très bien comme ça, ils ont choisi et s'il y a 10 000 trucs à gérer, bah, franchement en 40 minutes, on a le temps. Et s'ils voient que ça va être un peu long, ils disent: «Oh je suis désolé, j'aurais dû prendre un rendez-vous plus long, mais c'est pas grave, on verra la prochaine fois» et du coup ça passe nickel, quoi. Et comme ça, c'est clair, quoi. Ouais, C'est-à-dire que toi, les patients choisissent 20 ou 40 minutes c'est ça, et tu as un tarif pour 20 minutes et un tarif pour 40 minutes. c'est ça. Et si au bout de 20 minutes, tu te rends compte que tu as pas le temps, bah, tu leur dis de reprendre rendez-vous ou eux-mêmes, prennent un autre rendez-vous. Voilà, alors si je vois que ça va déborder de 5 minutes, franchement, on s'en fout. Si par contre je vois qu'il reste vraiment beaucoup de choses, je leur dis: «Écoutez, la prochaine fois, on prendra un créneau un peu plus long, on verra, mais déjà pour aujourd'hui, on va gérer ça» et en fait, comme on a déjà pris un sac 20 minutes, mine de rien, on a quand même le temps de gérer pas mal de trucs. En fait, ils comprennent et y a enfin, ça pose aucun souci, il y a pas de pression. Et toi, Amélie, Bah, ton temps de consultation actuel? moi, c'est pareil, du coup, c'est 20 minutes et j'ai mis des créneaux plus longs aussi pour ceux qui avaient 3 à 4 motifs. Quand il y a plus de motifs, ils prennent un créneau plus long. Ils savent que c'est plus cher et ça pose aucun problème, en fait, les gens je pense qu'on se met des freins nous-mêmes. Les gens, ils sont OK, ils savent que, pour, 20 minutes, c'est 50 €. Pour, 3-4 motifs, c'est 40 minutes, mais ça sera 65 € chez moi. Ils sont OK avec ça et il y a pas de problème. En fait, ils sont vraiment contents qu'on accorde, du temps pour leurs Mmh. problèmes et je pense que nous, étant moins stressés par, cette pression derrière, on a l'esprit plus libre pour vraiment gérer leurs problèmes tout de suite, enfin leurs problématiques à eux et pas, gérer en parallèle, la bio qui va pas de monsieur machin, l'hospitalisation d'un autre. C'est vraiment on se consacre au patient, quoi. OK, et donc toi aussi, tu as différents créneaux Oui, de tant de minutes, tel alors tarif moi, et les gens peuvent choisir? ils choisissent pas le nombre de minutes, ils choisissent le nombre de motifs, en fait, hein. OK, 1 ou 2 et motifs ou 3-4 motifs, quoi. d'accord, donc c'est vraiment à la carte, en fait? Vous Oui, mettez un c'est ça. menu, entre guillemets, «à la carte» où les gens choisissent? Ouais et en Et fait, du ils jouent coup le jeu, hein. bon, et vous voyez combien de patients maintenant comparé à avant par jour? Moi, j'en vois, un peu moins, je dirais, j'en vois entre 20 et 25. OK, par jour, ouais, et toi, Amélie? Alors moi, j'ai une assistante, donc c'est pas pareil. Je peux en voir un peu plus avec l'assistante. Ouais, J'en vois entre 30 voire 40 des fois certains jours quand il y a beaucoup de monde à voir très bien, et parce que et je donc veux bien. toi, tu as embauché une assistante, c'est ton secrétariat, c'est toujours le même? Oui, alors j'ai gardé mon secrétariat à distance et puis, la OK, plateforme de prise de rendez-vous, sur Doctolib là et d'accord. Donc est-ce que tes charges ont différé, donc augmenté depuis le secteur 1? Donc a priori oui, avec ton oui, employé? oui, c'est ça, ouais, les charges ont augmenté. D'accord. Après, il faut savoir qu'en secteur 3, on cotise beaucoup plus à l'URSSAF
et on perd aussi tous les forfaits, toutes les aides diverses et autres de la sécurité sociale. Le seul revenu est le paiement du patient. On va en parler ça justement. Et toi, Hélène, est-ce que tu as d'autres charges, mis à part celle de l'URSSAF dont on va, en parler? Est-ce que tu as d'autres charges qui se sont apparues, à part Non. les charges obligatoires? Non, non, moi, il y a juste le truc de l'URSSAF. Et si le truc qui me coûte un peu plus, c'est qu'on n'a plus droit au DPC. Ce que j'allais Ah, dire. Ouais, OK. du coup, on doit payer nos formations, mais bon, c'est acceptable, hein, sincèrement, je vais pas me plaindre. Très bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler vos tarifs, si c'est possible? Toi, Hélène et toi, Amélie, vous les avez déjà mentionnés, mais qu'on ait un ordre de grandeur, le nombre de minutes et le nombre de motifs pour toi, Amélie? Moi, du coup, c'est 50 € la consultation adulte, 1 à 2 motifs. Et 3-4 motifs, c'est 65 €. Et les suivis de nourrissons, du coup, c'est 55 € quand je les vois tous les mois pour leur suivi. Et par contre, je prends un rendez-vous de 40 minutes. Je prends vraiment un temps plus long, quoi. OK. Et toi, Hélène, donc c'est 2 rendez-vous, 20 ou 40 minutes? Voilà, bah, les 20 minutes, c'est 50 €, que ce soit des nourrissons ou des vieux, moi je fais pareil. Et par contre, pour 40 minutes, j'ai mis à 70. J'ai créé, alors peut-être tu as fait pareil, Amélie, pour les gens qu'on voit par exemple le lundi et qu'on réévalue le mercredi ou le jeudi pour leur pneumopathie. La deuxième consulte, je l'ai fait à 35. OK. Alors moi, c'est pareil, quand je les revois plusieurs fois, j'adapte le tarif en fonction de la complexité. Quand on les revoit pour faire un courrier pour le spécialiste, évidemment, on ne redemande pas 50 €, quoi. Selon si je l'examine ou pas, s'il y a d'autres choses, je demande beaucoup moins, quoi. OK. Et donc c'est un tarif, qui est identique pour tout le monde? Oui. Alors, moi je m'adapte, pas mal aux revenus de mes patients. En D'accord. fait, j'ai certains patients, de la campagne là où enfin franchement, ils gagnent rien du tout et du coup, je m'adapte, je leur fais tarif sécu pour ceux qui sont vraiment, à plaindre, on va dire. OK. Et moi, du Hem, coup, ceux qui doivent venir, par exemple, les morphiniques, tous les mois, Ah ouais, c'est chiant. je fais un équivalent, aux 50 € tous les trimestres, quoi. Donc ils payent 15 € à chaque fois qu'ils viennent. Ceux qui viennent tous les 2 mois, ça fait 35, je crois. Et mes anciens CMU, pour pas les prendre en otage et les mettre dehors et ceux vraiment qui sont en galère, voilà, je fais l'équivalent tarif sécu. On peut avoir une petite flexibilité pour certains patients. Mais évidemment, on peut pas leur dire, «Dites-moi si vous êtes dans le besoin, je vous ferai une promo». Évidemment, ils vont tous dire qu'ils veulent une promo, Bien quoi. sûr. Mais après, la qualité se paye. Enfin, moi, voilà, c'est ce que je dis. Moi, je les vole pas, ils viennent, on les examine, on fait le boulot. OK, je comprends tout à fait. Donc vous avez des tarifs qui sont affichés et puis à titre individuel, vous jaugez un petit peu de la flexibilité de vos propres tarifs. Mmh. Du coup, comment on vous paye? Les patients ont pas de carte vitale? Ils vous payent et vous faites quoi? Une facture? Il faut Ouais, faire c'est une facture à chaque, éditer une facture à chaque patient, D'accord. puisse et moi éventuellement se faire rembourser par sa mutuelle. voilà. Et moi je télétransmets les cartes vitales aussi parce qu'à la fin de l'année, on reçoit le truc de la sécu qui nous dit: «Vous avez, fait tant de revenus». On est censé s'aligner enfin, on est censé être à peu près d'accord avec eux. Donc Ah bon? Pourquoi télétransmettre à la sécu du coup si tu Pour avoir bah, un relevé, qui est fiable, le truc, parce que s'il y a une SMIR ou je sais pas différence, on quoi peut là. avoir un contrôle fiscal, en fait. Ah d'accord, OK. Donc tu as quand même la sécu qui sait un petit peu ce que tu gagnes, et cetera? Je sais pas s'ils savent, Bah, en tout cas, moi, je télétransmets et ensuite tous les jours, je reçois environ 2 courriers de la sécu qui me disent que j'ai pas mis le bon tarif avec toutes les listes de patients que j'ai vues. Donc ils reçoivent, ouais. Mais alors excuse-moi, mais parce que d'habitude, les médecins télétransmettent des feuilles de soins. Toi, tu as pas de feuilles de soins? Si, si, on a des feuilles de soins, on a tout pareil, hein. Ah OK, d'accord. Donc c'est vraiment des feuilles de soins? Ouais, il y a écrit alors ils sont censés nous en donner avec écrit non conventionné. OK. Moi, ça fait 3 fois que je les commande et qu'ils m'envoient les mêmes avec écrit conventionné. Bon, ils Moi, j'ai eu sont la chance de les obtenir, la veille de mon 1er jour. ah mais ça, c'est une chance incroyable, Amélie, là, vraiment. Mais par contre, Et il faut savoir que quand on fait des gardes, on est conventionné. Voilà. Donc d'accord. on doit appliquer le tarif sécurité sociale et pour Ah, les gardes, ils m'ont envoyé des feuilles de médecins conventionnés. d'accord. Donc c'est des feuilles de soins à la fois papier et électronique aussi? Non, on fait que du papier parce que sinon la sécu va se mélanger, ça va être n'importe quoi.
Et en Donc fait, c'est ils que doivent du papier. tous les traiter manuellement, quoi. Ok. Toi aussi, Hélène, c'est que du papier. Alors c'est du papier pour les gardes, mais pour mon cabinet, je fais tout En en électronique? dématérialisé. Ah ouais, donc voilà, donc c'est comme en fait en secteur 1, c'est des feuilles de soins à la fois papier et électronique, et Ouais, toi en plus, Hélène, tu les télétransmets. ouais. Ouais, mais moi aussi, je les télétransmets pour avoir le bon relevé. D'accord, ok, ok, ok. Donc à part ça, est-ce qu'il y a des démarches particulières pour ce secteur 3? Bah non, hein. Mmh. Ok, c'est juste le paiement, ok. En plus, donc vous émettez une facture, ce qu'on fait pas en secteur 1. Ouais, on n'est Voilà. même pas obligé, hein. Franchement, la plupart des gens, au début, me le demandaient, maintenant ils disent ça sert à rien, de toute façon la mutuelle rembourse rien. On doit Du coup, proposer au patient la facture s'il la veut. voilà. Ok. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur l'augmentation de vos charges? Outre le salarié, par exemple, que tu as, toi, Amélie, vous m'avez mentionné que les cotisations URSSAF étaient plus importantes? Oui. Quand on est en secteur 1, on bénéficie d'une réduction sur l'URSSAF. Ah tiens, Et du coup, en secteur 3, on l'a plus et on cotise en fait comme les secteurs 2 à l'URSSAF. ok. Par contre, en secteur 3, pour la CARMF, on ne cotise plus à la partie ASV. Mhm, Donc il faut savoir que quand on est en secteur 3, il faut cotiser à côté pour sa retraite. mhm. Donc ça, il y a des charges à côté à prévoir parce que sinon la retraite va être très maigre. Ok, donc tes charges augmentent à l'URSSAF, donc évidemment elles baissent à la CARMF. Est-ce que tu payes toujours le Conseil de l'Ordre? Oui, forcément. Oui, comme Hélas. tout médecin. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres charges en plus, mis à part l'URSSAF? Bah non, bah Ça change rien, c'est les mêmes charges qu'en secteur 1 après, hein. faut Ok. payer juste sa retraite à côté par contre, hein. Et ouais, OK, ça compris. Donc du coup, tu mets de côté, j'imagine, tous les mois, pour ta retraite, comme, la CARMF, ne va plus prendre en charge la Il tienne. y aura une partie en fait par la CARMF, mais ça va être pas grand-chose quoi. OK. Très bien. Est-ce que le surplus de l'URSSAF compense la baisse de la CARMF ou pas du tout? Ou c'est vraiment, beaucoup plus élevé ce que tu dois à l'URSSAF? Franchement, moi je sais pas encore parce Franchement, que j'en sais D'accord. rien. Je j'ai pas fait les calculs, moi j'ai sauvé ma peau et je me suis dit que l'argent c'était pas la priorité. ouais, OK. pareil, je pense qu'on va sans doute payer plus d'URSSAF que ce qu'on économise en CARMF, c'est même Mmh. sûr. Mais bon, OK. Du coup, est-ce que vous savez, si votre rémunération a évolué? J'imagine que vous allez avoir, des difficultés pour avoir un prévisionnel de l'URSSAF comme, vous êtes installé récemment. Mais, grosso modo, est-ce que vous pensez que votre rémunération a évolué? Moi, bah je déjà c'est pense que j'ai perdu un petit peu de revenus. Tiens donc. Sachant que, je j'ai quand on perd quand même tous les forfaits qu'on avait à côté et moi je Ah faisais oui. partie des bonnes élèves, pour les ROSP, je cochais tout, hein. Donc je perds ça. J'étais aussi maître de stage et actuellement du coup je ne prends plus d'étudiants, donc je perds aussi cette rémunération de maître de stage, Mmh. que j'avais, puisque j'avais les 3 niveaux, externe et interne niveau 1 et ça se passe. Mais après je pense que l'argent, ne fait pas tout en fait. Enfin, Bien sûr. Et tu penses que ta rémunération a baissé, de façon conséquente? ah non, non, mais je pense que j'ai perdu un petit peu quand même, D'accord. de mon avis, hein. Après je sais pas, j'ai en fait on n'a pas fait le bilan comptable encore, c'est difficile de savoir exactement. Ouais, surtout que tu sais pas combien tu vas payer l'URSSAF parce que j'imagine qu'ils vont avoir 3 ans de retard aussi. Ouais, c'est ça et puis j'ai pris une assistante donc du coup ça Mmh. fausse un peu tous les calculs, quoi. Enfin, c'est difficile de savoir. Après, je pense que je suis pas non plus à la rue, quoi. OK. Mais je pense Et toi, Hélène, est-ce que tu as une idée de ta rémunération? moi je pense que c'est plutôt mieux, OK. sincèrement. Moi j'étais pas la meilleure élève du monde avec les ROSP et je comptais pas trop dessus parce que je trouvais que c'était trop opaque et du coup je me suis jamais, versé mon salaire avec les ROSP dedans. Du coup, comme je comptais pas dessus, bah, maintenant, c'est beaucoup plus clair, on va dire. Je sais exactement à la fin de chaque mois: «OK, j'ai gagné ça, OK, j'ai ça». Alors qu'avant, «Ah ouais, j'ai rien gagné ce mois-ci, ouais, mais je crois qu'il y a les roses qui arrivent bientôt. Ah ouais, mais je suis pas sûre». Donc là, au moins, c'est clair et je me verse quand même plus que ce que je me versais avant, donc moi, je vais pas me OK. plaindre. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire retourner en secteur 1?
Rien. Moi non. Non, non. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à la liberté, on revient jamais en arrière. Et Et surtout à cette qualité de travail, enfin du temps qualitatif au travail, enfin moi ouais. j'apprécie, même si les consultations elles sont beaucoup plus engageantes, parce qu'il faut s'investir, c'est moins fatigant d'être pollué toute la journée par des appels pour un gamin qui a un rhume, qui a un truc, qui a un machin, qui a rien en fait, mais qu'il faut voir parce qu'on se doit de le voir et qu'on sait jamais. Là, il y a vraiment, il y a vraiment des consultations de qualité avec des gens qui ont vraiment besoin et on n'est pas pollué avec des trucs qui servent à rien toute la journée, quoi. Ouais. C'est moins fatigant, enfin, moi je trouve que c'est Très plus bien. zen, quoi. Amélie, tu me parlais des remplaçants et tu me disais que c'était plus facile de trouver des remplaçants quand on était en secteur 3. Oui, parce que du coup, les jeunes médecins et les remplaçants sont intéressés de découvrir notre secteur 3 et les conditions de travail agréables. Et en plus, les consultations étant mieux rémunérées, du coup, la rétrocession est beaucoup plus élevée et bah, eux, ça les intéresse, hein, évidemment. Ok, donc les remplaçants en général sont en secteur 1, ils restent en secteur 1. Oui, en fait, ils Non, mais ont en pas de fait, secteur. ouais, ils ont pas de secteur, donc ils prennent juste la rétrocession qu'on leur donne. Ouais. Les Et ils remplaçants n'ont pas de cotisent, secteur. non. Et ils D'accord. cotisent comme un secteur 1, en fait, à l'URSSAF. Ah, donc c'est magnifique. Donc les remplaçants, en fait, ils se prennent plus de rétrocession en vous remplaçant en secteur 3, et Mmh. puis ils bénéficient quand même des cotisations de la CARMF, des cotisations de la retraite, etc. Ouais, Ok, donc c'est très quand même bien. un Et donc là, avantage. vous en cherchez en ce moment en Eure-et-Loire des remplaçants? Ah bah oui, on en cherche tout le temps des remplaçants, même s'il y en a qui veulent s'installer, on a de la place. Bon, bah écoutez, le message est passé. Si on a des auditeurs en Eure-et-Loire, Et venez on a une remplacer. association de jeunes médecins en Eure-et-Loire qui est hyper dynamique et hyper sympa pour créer du lien. Exact, c'est vrai. J'ai eu 2-3 contacts en Eure-et-Loire assez étonnants parce qu'en plus, je crois que vous êtes un des plus grands déserts médicaux. Oui, Ouais, on doit être l'un des pires en France, hein. Ouais, je crois qu'il y a un patient sur 3 qui n'a pas de médecin G, quelque chose comme ça. ouais, c'est ça. C'était les chiffres, ouais. D'accord, donc c'est aussi, beaucoup plus pratique pour les remplaçants et se faire remplacer du coup. Hem, vis-à-vis de votre activité, on a vu qu'il y avait beaucoup de réactions de patients qui étaient négatives et que pensez-vous dans ce contexte de l'égalité de l'accès aux soins, particulièrement dans un désert médical? Comment vous voyez votre activité vis-à-vis de cette question-là? Vis-à-vis de garantir une égalité des soins pour tous. Donc on a discuté du fait que vous adaptez, occasionnellement vos tarifs, si c'était, indiqué devant des gens qui n'avaient pas de ressources et j'ai eu beaucoup de questions en ce sens, à savoir comment gérer, psychologiquement entre guillemets, le fait de ne plus participer à l'égalité des soins, à l'équité, à la sécurité sociale, la redistribution et cetera? Pour moi, c'est très simple. Je pense qu'il faut qu'on arrête de tout prendre sur nos épaules et je pense que l'accès aux soins, c'est un problème de santé publique et de politique. La sécurité sociale, c'est une assurance, elle est là pour rembourser les soins. Nous, on est des médecins, on est là pour soigner. Après, tous les problèmes d'accès aux soins, c'est pas à nous de les gérer. On est là pour sauver des vies, faire du soin, accompagner les patients et on peut pas tout porter sur nos épaules, on n'est pas des super-héros. Donc je pense qu'il faut faire un peu ce deuil, où on a l'impression que tout repose sur nous, c'est faux. Parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, l'égalité aux soins, vu qu'on est un désert médical, elle n'existe pas. C'est une égalité à cause du désert, enfin financièrement, effectivement, ça pose un souci, mais de toute façon, il y a une inégalité d'accès aux soins en France, donc on ne peut pas tout résoudre. Moi, je le vois comme ça. Le problème, c'est qu'on est façonné, hein, quand on est à la fac, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin et que c'est à nous de nous occuper de tout et qu'on est là pour faire de l'humanitaire. Et même si on fait de l'humanitaire, on ne résoudra pas tous ces problèmes-là. Donc j'avoue que moi, je reste assez simple là-dessus. Je fais mon métier et c'est aux politiques de faire le reste. Très bien. Et toi, Amélie? Je pense exactement la même chose. Je ne me sens pas coupable de cet accès aux soins complètement inégal en France. C'est pas ma responsabilité et il faut arrêter de vouloir sauver tout le monde. De toute façon, on ne pourra pas. Je me dis que tant que je suis là, au moins les patients qui sont vus, ils sont pris en charge correctement. Après, effectivement, voilà, de toute façon, c'est un désert médical.
Je vois des gens qui n'ont pas vu de médecin depuis 3 ans parce qu'ils en cherchent. J'ai vu un jeune, l'autre fois, je lui ai fait un certificat pour faire du sport. Ça fait 3 ans qu'il cherche quelqu'un pour lui faire un certificat pour qu'il puisse faire de la boxe. Le patient, presque, il pleurait quand je lui donnais le papier, quoi, parce qu'il dit « Ah, ça y est, enfin, j'ai le papier ». Il n'y a pas de médecin traitant et il ne peut pas avoir un certificat pour faire du sport. Ça, c'est pas notre ressort. Nous, on est là pour soigner les gens. Après, aux politiques de faire en sorte que l'accès soit égalitaire pour tous. Mais il y a du boulot, je pense. Ok, on a longuement parlé des points positifs du secteur 3, notamment de la flexibilité du travail, des consultations plus intéressantes, plus complexes, plus longues, avec une liberté, c'est un mot qui est beaucoup ressorti dans notre échange. Est-ce qu'il y a cependant des points négatifs à se déconventionner? Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je vois moins de nourrissons qu'avant. Ok. Je suis un peu triste parce que j'aimais bien et c'est vrai que j'aimais bien prendre des étudiants et pour l'instant, je n'en prends plus non plus parce que je ne me vois pas facturer 50 € à un patient alors qu'il est examiné par un étudiant. Hmm. Ok. Moi, j'ai à peu près les mêmes problématiques, même si les nourrissons, j'en vois moins. Mais là, ils commencent à revenir parce qu'en fait, les gens étaient quand même satisfaits de mon travail et ils se sentaient en confiance avec moi. Et là, aujourd'hui, j'ai des patients qui reviennent avec leur bébé pour que je les suive. Parce que, alors qu'il y a vraiment eu une baisse drastique, je faisais beaucoup de pédiatrie. Et les étudiants, pareil, on peut pas. C'est compliqué d'avoir un étudiant alors que le patient il paye 50 € pour avoir une consultation qualitative, alors qu'il y a un étudiant à côté qui va l'examiner. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas repris non plus. Ok, très bien. On arrive à la fin de cet échange passionnant. Est-ce que vous auriez, pour terminer cet échange, j'ai encore 2-3 petites questions à vous poser. Est-ce que vous auriez des conseils pour nos consoeurs, nos confrères qui pensent éventuellement sauter le pas? Je sais qu'ils sont très nombreux, particulièrement en ce moment. On est de plus en plus nombreux à se poser cette question du déconventionnement. Est-ce que vous aurez des conseils à leur prodiguer? Moi, Bah, je pense qu'il faut passer en secteur 3 si on a envie de continuer de faire de la médecine de qualité. Je pense que le médecin qui fait de l'abattage et qui prévoit de continuer à faire de l'abattage pour s'enrichir, c'est pas le secteur 3 dans lequel il doit aller. Et je pense que le secteur 3 n'est pas non plus la solution à tous les problèmes d'un médecin généraliste. Euh, Mais après, si quelqu'un qui a envie d'y aller, je pense qu'il faut pas hésiter, il faut y aller, hein. On est Et alors, plus heureuse. pour quel médecin ça n'est pas conseillé, tu penses? Celui qui est pas capable de faire aujourd'hui une médecine d'écoute et une médecine de qualité avec un examen clinique orienté, un interrogatoire. Le médecin qui a envie de faire de la consultation expéditive en 10 minutes comme certains confrères font aujourd'hui, en secteur 3, ça peut pas tenir. Enfin, le patient vient chercher de la qualité. Ok. Et toi, Hélène? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense pas que... Alors, il faut pas aller en secteur 3 pour s'enrichir. Pour moi, on est vraiment effectivement dans la recherche de sens dans notre métier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne franchissent pas le pas uniquement par peur du regard des autres. Et là, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Soit on mène une vie qui a du sens, soit on fait rien parce qu'on a peur du jugement des autres. Et je trouve ça quand même très dommage de se mettre des freins comme ça. Et malheureusement, c'est humain, hein, mais je pense qu'il faut réussir à passer ça pour aller mieux. Et franchement, comme on disait avec Amélie, il y a quelques mois un peu difficiles. Et après, franchement, ça vaut le coup, quoi. Donc, votre bilan global est positif. Ouais. Clairement. Mais une fois qu'on est en secteur 3, les gens ne nous font plus de reproches, c'est fini en fait. Enfin, il y a encore 15 jours, 3 semaines en début de secteur 3, mais maintenant c'est fini. Moi, j'ai plus personne qui me fait des reproches, hein. Ben non, parce que ceux qui viennent après, c'est ceux qui sont satisfaits et qui savent pourquoi ils viennent, donc c'est fini après, hein. Ok, donc il y a quelques semaines douloureuses avant de passer à l'acte, entre guillemets. Ouais. Il y a le passage en secteur 3 qui est douloureux, quelques jours, quelques petites semaines après. Et puis après, tout le monde comprend, les gens viennent vous voir en connaissance de cause et ça roule. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi réussir à se déconditionner du moule dans lequel on a été moulé pendant nos études. Moi, les premières fois que j'ai fait des cartes bancaires à 100 € pour des couples, enfin, ça fait bizarre en fait, hein.
on a un peu honte de demander aux gens, on tend le terminal CB en disant j'espère qu'il va payer. Enfin, on a une espèce d'appréhension à demander de l'argent aux gens pour notre travail. Maintenant, c'est passé, mais au début, ça fait bizarre en fait. Et on a une espèce... Je pense que tous les médecins en France ont cette dévalorisation de leur qualité de travail. Enfin, on demande... Enfin, on fait quand même un examen clinique, un interrogatoire, on a 10 ans d'études derrière nous, et on ne peut pas être payé 25 € ou 26,50 pour ce travail-là. Et quand on demande 50 €, au début, on a une petite appréhension quand même. Alors qu'en fait, c'est rien, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte de demander d'être payé pour notre travail. Il y a quand même assez peu de gens en France qui ont fait autant d'études que nous. Et pourtant, c'est toujours à nous de nous justifier pour se faire payer. Donc, il faut qu'on arrive à passer cette barrière-là. Et après, en fait, une fois qu'on l'a passée, les patients, sincèrement, ils se posent même pas la question, hein. Ils font le chèque, ils font le truc. Personne nous demande « Ah, mais c'est cher !» Bah non, en fait, c'est écrit, c'est comme ça. C'est comme quand on va faire la révision de la voiture, bah c'est le prix et personne discute, quoi, hein. Très bien. Est-ce que vous pensez que c'est un mode d'exercice d'avenir? Alors ça, c'est un peu dur pour le dire parce que c'est tellement le bazar en ce moment. Mmh. Moi, franchement, je vis au jour le jour. Pour l'instant, je me satisfais de mon quotidien. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, de toute façon, les politiques arrivent à rendre ce mode d'exercice impossible ou invivable. Donc, on verra. Moi, c'est pareil, je vis au jour le jour, je suis contente de mon sort aujourd'hui, mais l'avenir, on ne sait pas trop. Et s'il faut arrêter d'être médecin un jour, ben, je le ferai. OK, et qu'est-ce que tu feras? Je sais pas. Je préfère Une mercerie. j'ouvrirai une Toujours mercerie. le projet qui est... Non, mais c'est... Enfin, je pense qu'on a sauvé notre peau pour le moment, mais à l'avenir, on ne sait pas, quoi, hein. Très bien. L'épisode va toucher à sa fin. Est-ce que vous voulez ou pas, dire un dernier mot pour conclure? Je pense qu'on a à peu près tout dit, à part peut-être... Non, je crois on a parlé de la liberté, donc pour moi, c'est ça le plus important. Ouais, je crois que c'est bien ressorti dans l'épisode, le fait que vous vous sentiez beaucoup plus libre, a priori plus heureuse, si je peux me permettre ce mot. Ouais. Bah, Plus moi, je suis souple. moins fatiguée chez moi, plus disponible pour mes proches quand je rentre, moins énervée de mes journées de travail. Non, alors, ouais, si, le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, on se demande pourquoi on a tellement hésité et pourquoi tout le monde le fait pas. Ouais. Ah ouais, vous pensez ça, toutes les deux? Ouais, mais moi, quand je clairement. vois des confrères, beaucoup de confrères en souffrance de leur exercice, qui essayent de faire au mieux pour leur travail, leur vie de famille, de tout concilier, et qui ne veulent pas passer le cap parce qu'ils se disent mais comment ils vont faire les gens s'ils sont pas remboursés, et qui portent sur leurs épaules cette culpabilité du non-remboursement alors que c'est pas notre problème, on n'est pas là pour ça. Ça me fait tellement de la peine, mais après, voilà, je pense qu'il faut les laisser aller jusqu'au burn-out pour qu'ils puissent passer le cap, quoi. Malheureusement. Très bien. Écoutez, l'épisode est terminé. Je vous remercie vraiment infiniment parce qu'on ne se connaissait pas. J'ai demandé à un confrère en commun votre contact sur Instagram. Vous avez eu la gentillesse de m'accorder 1 heure de votre temps. Et je suis certain qu'au vu du nombre de demandes et des questions qu'on m'a transmises, que je vous ai intégralement posées dans cet épisode, vous allez être beaucoup écoutés. Donc, de la part de nous tous, et je vous dis un grand merci pour votre temps, ce partage. Et Avec puis je vous plaisir. dis peut-être à bientôt alors. Ouais, À bientôt. merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir 1 fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!